Du coup, bonjour à toutes et à tous pour ce dernier jour du festival Game Over. Donc déjà, presque la fin, pas tout à fait la fin, presque la fin. Du coup, aujourd'hui, donc pour cet avant-dernier webinaire, on se retrouve avec le comité Seek What Matters, Collectif. euh, le collectif, pardon, Seek What Bien, Matters. Jade. Et du coup, Oh, on va parler transition écologique et responsabilité individuelle. Voilà, je vous laisse vous présenter tour à tour et je vous laisse démarrer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat on y répondra à la fin. Voilà, je vous laisse. Eh ben, merci beaucoup. Je vais carrément vous partager tout de suite. Ah, l'animateur a désactivé le partage d'écran. Ça complique un peu la manœuvre. Alors ça, Je c'est vais Cola jouer. normalement qui est animateur. Oui, normalement, je t'ai mis co-animateur, Victor, donc tu peux aussi le faire. Du coup, on a préparé quelques petits slides pour le collectif. Ce sera plus visuel. You are the co-host. Il est en train Normalement, c'est d'insérer. bon. Yes. Ouais, c'est tout bon. Hop. Ah oui. Il y a un micro allumé. Bonjour. Ouais, il y a une petite vibration. Si vous pouvez l'éteindre. Ouais, voilà, super, merci. Hop. C'est parti. Et ben du coup, voilà, merci encore à la fédération Together for Earth Grenoble de nous avoir invités et proposé du coup de faire une petite intervention en ce dernier jour. Donc c'est très symbolique. Bon, la conférence, on n'a rien réinventé, hein, c'est pas transcendant, mais voilà, nous on trouvait ça très symbolique d'apparaître à la fin comme ça et d'aborder le grand thème des barrières à la transition écologique. Alors, pourquoi on a voulu, et puis je vais vous montrer dans les différents slides, pourquoi on a voulu parler de ce sujet-là? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas un sujet qui était forcément très récurrent. On parle évidemment de la crise écologique, de la crise sociale, de la crise de la biodiversité. Donc, c'est très pessimiste. Et puis après, on montre à peu près une voie qui serait souhaitable pour la suite. Mais à côté de ça, on ne parle jamais des barrières, ce qui fait que depuis 50 ans, les scientifiques nous alertent, mais il n'y a toujours pas ce mouvement de transition qui a été lancé. Donc nous, on a décidé de s'intéresser un peu à ces barrières de la transition, parce qu'à partir du moment où on a débloqué les barrières, finalement, on a presque résolu la moitié du problème. Donc, on n'a pas la prétention de répondre à toutes les questions et de enlever toutes les barrières de la transition écologique ce soir, mais en tout cas, on va vous présenter nos pistes de réflexion. Alors, qui nous sommes déjà? Donc, voici quelques membres, on n'est pas tous là, mais quelques membres du collectif TWM, donc Think What Matters. Alors, le collectif Think What Matters, c'est un collectif qui a maintenant presque un an, il me semble, même déjà bien un an. Donc, c'est un collectif qui est né à Grenoble. Et en fait, on est parti d'un simple constat qu'il y avait plein de collectifs étudiants qui parlaient de transition écologique, mais qui travaillaient en silo, c'est-à-dire qu'on avait des collectifs transition écologique à Sciences Po, en école d'ingé, dans les formations législatives, juridiques, dans les formations économiques, psychologiques, etc. Mais tous ces collectifs ne parlaient pas entre eux, ne discutaient pas entre eux et ne travaillaient pas ensemble. Pourtant, la transition écologique, c'est quand même un mouvement qui nous concerne tous et il est super important qu'on y aille tous dans la même direction. Donc, du coup, nous, on s'est dit, on veut faire un collectif de transition écologique qui aborde ces sujets-là, mais on veut surtout faire un collectif qui soit pluriel, c'est-à-dire qui inclut tous les corps de formation à l'intérieur de ce collectif pour qu'on travaille ensemble. Donc, aujourd'hui, TWM, c'est 18 membres, donc qui est amené à s'agrandir encore dans les prochains mois, parce qu'on a d'autres projets qui se sont débloqués. Mais du coup, on retrouve des étudiants de Grenoble INP, de l'INSA, Lyon. Donc, c'est des formations ingénieurs. Donc là, on a de tout, hein. On a des matériaux, on a de l'environnement, on a de l'électronique. On a des étudiants de Sciences Po qui nous amènent leurs connaissances politiques sur la transition écologique. On a des étudiants de l'Université de Poitiers spécialisés sur la psychologie du comportement, donc qui nous ont vachement aidés sur cette conférence. Et puis, on a aussi des étudiants de l'UGA au sens large, notamment de l'Université Pierre Mendès France, qui sont spécialisés dans le droit international. Et donc là, voilà, à chaque fois, on a des compétences assez diverses, mais assez complémentaires, et ça devient super intéressant et enrichissant quand on aborde les sujets transition écologique. Qu'est-ce qu'on fait? Très rapidos, on fait pas mal d'articles, de conférences et d'entretiens d'ingénieurs, de designers, de professionnels, bientôt de politiques. Ça va arriver sur le groupe. On a une chaîne Facebook, on a une page Facebook, on a une chaîne YouTube, on communique aussi beaucoup sur LinkedIn.
Donc voilà, notre objectif, c'est vulgariser et aborder les enjeux de transition écologique et de faire en sorte qu'elle soit inclusive, c'est-à-dire prouver aux gens que ça nous concerne tous, pour qu'on commence à travailler dans cette fameuse transition. Et au-delà de ça, petite spécificité du collectif, et après j'en ai fini, c'est qu'on ne voulait pas être simplement un collectif qui pointe du doigt ce qui ne va pas, on voulait être un collectif qui pointe du doigt ce qui ne va pas, mais qui aussi essaye de réfléchir à des solutions ou proposer des pistes de réflexion, parce que sinon on est imbuvable. Et donc du coup, c'est ce qu'on essaye de faire. On développe en ce moment même une méthode de Q2F, qui est une véritable boîte à outils de l'ingénieur et du scientifique moderne, pour justement développer des innovations et des produits qui ont du sens, qui sont responsables et soutenables. Donc là, on travaille avec, on a proposé notre méthode à un ingénieur, à un designer déjà, on l'a proposé à un IUT qui travaille dessus, et on a prévu déjà d'autres interviews pour le mois d'avril. Donc on est super content, ça prend à mort. Donc voilà, mais c'est beaucoup de boulot et c'est super enrichissant. Hop. Avant de commencer, juste un petit mot comme ça d'introduction. Toutes les recherches qu'on va vous présenter ici, elles ont été réalisées parallèlement à nos formations. Il n'y a personne qui est en césure dans le collectif, tout le monde fait ses cours et à côté fait ça bénévolement pour le collectif. Donc c'est un boulot énorme et je les remercie encore. Tout ça pour dire que les informations, elles ne sont pas exhaustives. Bien évidemment, on n'est pas des experts des sujets de la transition écologique. De toute façon, c'est super dur d'être expert et d'être exhaustif sur un sujet parce que la transition écologique, ça peut vite être assez complexe. Mais en tout cas, on a fait en sorte d'être les plus justes, les plus complets et les plus honnêtes sur les informations qu'on va vous partager. Et être honnête quand on aborde la transition écologique, c'est presque le plus important parce que finalement, parce que sinon, si on n'est pas honnête et qu'on choisit les informations qu'on vous distribue, et ben du coup, on peut biaiser complètement les raisonnements. Donc bon, on va essayer d'être le plus honnête là-dessus, ça nous tient à cœur. Donc voilà, on va vous présenter un petit peu nos pistes de réflexion. Voilà le sommaire. Donc, avant de parler des blocages en eux-mêmes, quels sont les blocages de la transition écologique qui arrivent en partie 2, je vais juste faire une petite introduction sur le grand sujet, pourquoi on a décidé d'aborder ce thème-là, et puis surtout l'attribution des responsabilités, c'est-à-dire, avant de parler des blocages, on va essayer de savoir qui doit travailler et qui est bloqué en ce moment. Et après, on parlera des blocages en eux-mêmes. Et dans une dernière partie, après avoir pointé du doigt ce qui ne va pas, en dernière partie, on vous montrera un petit peu nos pistes de réflexion pour essayer de débloquer. Eh bien, let's go. C'est parti. Donc, première partie, introduction et attribution de la responsabilité. Alors, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a une population, si on reste en France, qui est de plus en plus consciente des sujets environnementaux et sociaux, en tout cas de ces grands enjeux-là. Donc, on a tout un tas, on a toute une pelletée de sondages qui sortent régulièrement. Nous, on en a sélectionné quelques-uns. Donc là, par exemple, c'est un sondage Ipsos pour les Échos qui date de décembre 2019, où on se rend compte que la principale préoccupation des Français en décembre, c'était l'environnement, suivi par le pouvoir d'achat et en troisième, on retrouve le système de santé. En 2019, selon l'Express, c'était l'année de la prise de conscience climatique, donc ce qui nous amène un peu à penser qu'il y a un vrai réveil des consciences. Autre sondage, mais c'est le dernier, le baromètre Greenflex, il fait aussi référence quand on parle de transition écologique parce que ça provient de l'ADEME, de la presse de l'ADEME. Ce qu'on se rend compte en lisant le baromètre Greenflex, c'est que dans les premières préoccupations des Français, dans le top 3, on retrouve encore l'environnement. Suivant les sondages, on a évidemment dans les préoccupations des choses qui changent un petit peu parce que tout dépend du panel de citoyens qu'on cible, etc., etc. Par contre, ce qui est toujours visible à chaque fois qu'on a des sondages, c'est que l'environnement est dans le top 3. Donc ça, c'est une signalétique qui est juste énorme pour nous qui travaillons sur la transition écologique, c'est qu'on a une population qui est préoccupée. Ça ne veut pas dire qu'elle est active, mais en tout cas, elle est préoccupée par ces enjeux-là. On apprend qu'un Français sur 2 considère qu'il faudrait modifier modifier de manière importante les modes de vie pour limiter le réchauffement climatique. Ça aussi, c'est super intéressant. Et on le voit tout simplement, par exemple, par l'application Yuka. L'application Yuka, elle n'a pas été téléchargée 12 millions de fois parce que le logo était joli. C'est parce qu'il y a une vraie volonté de la population française d'être renseignée sur ce qu'elle consomme pour pouvoir consommer mieux. Donc là aussi, c'est encore des signaux qui sont assez encourageants. Dans cette idée de consommation responsable, quelques chiffres qui passent ici, je ne vais pas tous les détailler, on s'en fiche. Mais 86% par exemple de la population veulent vivre dans une société dans laquelle la consommation prendrait moins de place. Incroyable. Et puis, on a même un Français sur 2 qui serait favorable à la taxe carbone. Taxe carbone, qu'est-ce que c'est? C'est juste le fait de payer plus cher un produit qui est polluant ou qui est destructeur de biodiversité, si on arrive à la quantifier, et de payer moins cher à l'inverse un produit qui est
qui a une empreinte écologique plus faible. À première vue, comme ça ne paraît pas aberrant, la taxe carbone. Hein. Si elle est mise d'une manière qui ne met pas de la population sur le côté de la route, si elle est égalitaire, bon, taxe carbone, ça ne paraît pas complètement aberrant. Donc, du coup, maintenant que la population paraît renseignée, on doit se dire l'empreinte carbone, elle devrait diminuer. Et si on a pris conscience un petit peu des problèmes, c'est qu'on a dû commencer à faire des efforts. Avant de parler d'évolution de l'empreinte carbone, qu'est-ce que c'est que l'empreinte carbone? L'empreinte carbone, quand on regarde des chiffres, quand on regarde des graphes, et ben parfois, il y a la confusion qui se fait et on se trompe complètement dans les résultats. Alors, on va juste vous montrer ce tableau-là qui vient du ministère de la Transition écologique et solidaire, donc de janvier, il y a 1 an. Et en fait, on veut juste vous décrypter ce que c'est l'empreinte carbone à absolument différencier de l'inventaire national qui est complètement différent. Dans l'empreinte carbone, c'est ce que vous voyez à gauche, on retrouve les émissions nationales. Donc là, à chaque fois, c'est les équivalents CO2. Donc, c'est les émissions nationales, c'est-à-dire quand moi, je prends ma bagnole et que je crame de l'essence, que j'émets du CO2, ou quand moi, j'allume mon chauffage, par exemple, au gaz, au fioul. Et puis, il y a toutes les émissions de la production intérieure, c'est-à-dire toute la production locale pour ma consommation à moi. Donc ça, c'est toutes les émissions nationales. Et puis, je retrouve aussi les émissions importées. Donc là, sans détailler, il y a les émissions importées pour les consommations intermédiaires et usage final. C'est le fait que j'achète un smartphone qui est complètement construit à l'étranger. Moi, j'achète un produit fini, mais du coup, toutes les pollutions sont à l'étranger. Et puis, c'est le fait qu'on a, par exemple, Whirlpool qui achète son acier ça crie le téléphone, qui achète son acier, par exemple, en Europe de l'Est pour construire en France les machines à laver. Donc, toute la pollution de l'acier est déplacée dans l'Europe de l'Est. Bon, voilà. Tout ça pour dire, ça, on s'en fout, c'est des détails, mais on retrouve des émissions nationales et des émissions importées dans l'empreinte carbone. Donc, c'est super intéressant. L'inventaire national, on n'a que des émissions nationales. Donc, quand on regarde même les chiffres du gouvernement, la stratégie nationale bas carbone, c'est un descriptif de l'inventaire national. C'est complètement biaisé. Parce que quand on regarde la pollution et la production de pollution des Français, il faut qu'on regarde aussi les émissions qui sont produites à l'étranger et qui sont induites par une consommation française. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'empreinte carbone. Bon, ceci étant dit, est-ce que du coup, ça évolue? Est-ce que ça évolue dans le bon sens? Eh bien, en fait, non. Je vous promets, les graphes d'après sont plus simples. Les 2 premiers ici sont un peu complexes. Bon, on oublie cette partie-là de l'inventaire national, j'aurais pu la cacher. Nous, on se préoccupe de l'empreinte carbone qui est à gauche. Et vous voyez les petits triangles orange, c'est l'empreinte carbone, donc c'est ma quantité de CO2 émise en tonnes, équivalent, par an et par habitant. Donc moi, Français lambda, j'ai émis en 2018, c'est grossièrement, hein, j'ai émis 11,2 tonnes d'équivalent CO2. Donc c'est-à-dire, c'est du CO2, du méthane et du protoxyde d'azote. Voilà. Mais du coup, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, on n'a pas une évolution à la baisse du tout, on a plutôt une évolution à la stagnation. C'est-à-dire que l'empreinte carbone, on a une population qui est renseignée, mais on a une empreinte carbone qui stagne. Alors évidemment, les émissions nationales que vous retrouvez en gris foncé et gris clair, elles diminuent, cette idée d'inventaire national qui diminue. Par contre, les émissions importées augmentent. Grosso modo, on pollue moins chez nous, mais on pollue plus ailleurs. Sauf que le problème, on est tous sur la planète et on est tous sur la même planète. Et quand on émet du CO2 de l'autre côté de la planète, et ben avec le brassage atmosphérique, on est tout aussi impacté. Donc bon, du coup, c'est problématique. Je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Alors, donc c'est ça, la population, elle est consciente, mais elle n'est pas forcément déterminée à agir. Juste une petite étude qu'on a étudiée, et on a en plus interviewé Stéphane Labranche, qui est sociologue et qui est coordinateur au GIEC, et qui était à l'origine de cette étude, donc on est très content. On le remercie encore de son soutien et de nous avoir un petit peu aidé dans cette présentation. Bref, parenthèse faite. Donc, l'objectif de cette étude, c'était de se rendre compte un petit peu, d'imaginer la France neutre en carbone en 2050 et de savoir un petit peu la population derrière, est-ce qu'elle est prête à faire des efforts, est-ce qu'elle est prête à agir, et puis à essayer de quantifier un petit peu ça. Cette étude est super intéressante, je vous pousse à aller la lire, et puis en plus, elle est très facile à lire. Les conclusions de cette étude, c'est que les sociologues qui ont bossé là-dessus ont déterminé 9 familles types françaises, suivant du coup leurs revenus, suivant leur localisation en France, selon leur habitude de consommation, etc., etc. Et puis du coup, ils ont essayé de quantifier par rapport à ces 9 familles-là en France leur capacité à travailler et à s'inscrire dans le mouvement de transition écologique. Et donc du coup, ce qu'on apprend, c'est qu'en France, c'est super intéressant, en France, 20% des individus sont moteurs sur les sujets climat.
Donc là, je pense que dans la présentation, et donc là, dans le petit Zoom où on est réunis aujourd'hui, et puis en Facebook Live, je pense qu'il y a une grande partie des gens qui font partie de ces 20% d'individus moteurs. Entre nous, on est déjà tous convaincus. On est moteur, c'est-à-dire qu'on est prêt à faire des efforts drastiques pour diminuer son empreinte carbone. À côté de ça, on a 60% de la population qui est plutôt variable sur la question, c'est-à-dire qui est prêt à faire des efforts drastiques sur certains thèmes et pas sur d'autres. Par exemple, drastique sur la mobilité, c'est-à-dire, OK, je prends mon vélo pour aller au boulot, pour aller faire mes courses en ville, mais par contre, sur mes habitudes alimentaires, je n'ai pas envie de faire des efforts parce que la viande, c'est culturel dans ma famille et j'en mange tout un paquet et j'en mange 2 fois par jour. Donc, ça, voilà. Donc 60% de la population qui est plutôt variable. Et puis, on a finalement 20% de la population qui est carrément réfractaire, c'est-à-dire qui est pas complètement, qui n'a pas envie du tout en fait, de faire des efforts pour rentrer dans la transition écologique. Donc là, c'est super intéressant. C'est 20-60-20. Donc, nous qui avons envie de travailler sur la transition écologique, cet indicateur-là, il est super intéressant. Donc, conclusion, savoir ne suffit pas pour passer à l'action. Donc, du coup, peut-être qu'il manquerait un déclic qui pousserait à partir de la conscience, qui pousserait à une action pour la transition écologique. Pourquoi il faut qu'on agisse? Juste pour le rappeler quand même, ça, c'est le niveau actuel d'émissions, donc l'empreinte carbone des Français. Donc, c'est ça, hein, tout à l'heure, j'avais 11,2, là, j'ai 10,8 en 2019. Bon, c'est à peu près la même valeur. Aujourd'hui, pour atteindre les objectifs de Paris, c'est-à-dire 2 degrés, c'est-à-dire une planète grosso modo vivable dans l'ensemble du globe, c'est 2 tonnes d'équivalent CO2, donc c'est passé de 10,8 à 2, donc c'est divisé par 5. Moi, la question maintenant que je pose, c'est qui fait les efforts? On sait maintenant, on arrive à quantifier maintenant le problème et on arrive à quantifier maintenant le changement à effectuer, mais maintenant, qui fait les efforts? Bon, eh ben, on a lu une super étude qui est Faire sa part de carbone 4, qui a du coup essayé d'estimer un petit peu si les Français faisaient des actions extraordinaires sur leurs possibilités quotidiennes, donc sur l'alimentation, sur les transports, etc., sur le logement, et essayer de quantifier si, à partir de ces actions extraordinaires, on arriverait à descendre à ces 2 tonnes. Alors du coup, voilà le tableau un petit peu qu'ils ont repris. Donc c'est par exemple, ils sont partis du principe d'un régime végétarien et ils sont partis de l'hypothèse qu'on supprime la viande totalement et le poisson totalement. Ne plus prendre d'avion, c'est supprimer complètement les vols domestiques. Manger local, c'est manger complètement domestique. Manger n'importe quoi. C'est manger complètement local. Et donc d'avoir une alimentation en circuit court. Donc bref, c'est d'avoir vraiment des actions un petit peu héroïques. Et donc, à partir de ces actions-là, ils ont essayé de quantifier combien ça faisait diminuer l'empreinte carbone. Et puis, à partir de ça, ils sont venus réinjecter, vous savez, les 20%, 60 et 20%, c'est-à-dire 20% qui le feront vraiment, 60% qui le feront un coup oui, un coup non, suivant les différentes actions, et 20 derniers pourcents qui ne le feront pas du tout. Bon, les résultats de cette étude, les voici. Donc là, ici, vous avez la part individuelle au changement et la part collective. Donc, on se voit ici que les individus de manière individuelle, c'est-à-dire c'est moi quotidiennement mes actions, c'est-à-dire consommer local, faire du covoiturage, prendre moins l'avion, j'arriverai à diminuer mon empreinte d'environ 1 tonne d'équivalent CO2 par an. Si je rajoute à côté de ça les rénovations thermiques, les changements de chaudière, mais du coup, ça nous oblige à avoir des incitations et des aides de l'État. Bon, j'enlève encore 1 tonne d'équivalent CO2. Bon, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, on n'arrive pas au compte pour arriver aux 2 et qu'il y a toute une partie qui doit être systémique, une transformation systémique, c'est-à-dire décarboner le service public, décarboner l'éducation nationale, décarboner les transports, décarboner le fret agriculture, etc., etc. Bon, ce qu'on se rend compte ici, c'est qu'on a un quart du boulot qui doit être fait par les individus et 3 quarts par le collectif. Mais la grosse conclusion de cette étude, c'est que les 2 sont essentiels. Parce que si on a simplement le collectif et qu'on n'a pas la volonté des individus de l'autre côté, on n'arrivera pas aux objectifs de Paris. Ça, c'est la grande conclusion qu'il faut qu'on arrive à tous avoir à l'esprit. Donc, les 2 sont essentiels et il faut bien évidemment qu'on agisse nous-mêmes quotidiennement déjà. Surtout que si on agit quotidiennement déjà, c'est des signaux qu'on envoie à l'État et aux industries. Et donc, du coup, ça débloque aussi tout le reste, toute la transformation systémique. Ça peut l'accélérer. Donc, les 2 sont essentiels. Il ne faut pas qu'on néglige la partie individuelle. Mais ça ne sauvera pas tout. Bon, j'en ai fini avec cette première partie. Et donc, du coup, maintenant, on va vous parler un petit peu des blocages. Donc, on a vu qu'il y avait un quart du travail qui devait faire par les populations, 3 quarts par le collectif. Et donc là, on va parler un petit peu des blocages qui sont de l'ordre individuel et puis de l'ordre aussi un petit peu de notre environnement, de notre société.
Alors, pour parler un petit peu des blocages, on a récupéré la méthode PPHE, donc, qui est présentée par Thibaut Gresinger, qui a fait un doctorat en neurosciences cognitives à l'ENS Paris. Toutes les sources à chaque fois sont en bas des slides, hein, donc n'hésitez pas à prendre des notes. L'objectif, ce n'est pas nous qui racontions comme ça des infos, hein. À chaque fois, on vous raconte ce qu'on a lu, toutes nos recherches. Bon, bref, on a récupéré cette méthode-là, PPHE, qui se décompose en 4 parties. Et donc, c'est ces 4 grandes parties qui expliqueraient un petit peu les blocages. Donc, il y aurait la perception et la conscience du problème, les préférences, par exemple, d'achat, les habitudes et notre environnement qui pourraient expliquer les blocages. Donc, on va essayer de les décrypter une par une, très rapidos, histoire d'avoir un petit peu une vision globale de la majorité des blocages. Alors, je commence. Perception. Perception, et je commence par faire une sous-partie, perception sensorielle. Je parlerai après tout à l'heure de la perception psychologique. Première partie, pourquoi on est bloqué dans la transition écologique, pourquoi on n'arrive pas à inclure plus de monde, parce que déjà, il y a des problèmes de perception sensorielle. Je développe. Aujourd'hui, le réchauffement climatique, c'est acté, c'est 1,2 degré de réchauffement depuis l'ère pré-industrielle. Mais ça, aujourd'hui, ce réchauffement climatique, vous êtes d'accord avec moi, on ne le perçoit pas, malheureusement, entre guillemets. Heureusement, mais malheureusement, entre guillemets, ce qui fait qu'on se désolidarise complètement de ce problème-là. On ne le perçoit pas. Pourquoi? Parce que l'augmentation des températures, c'est une augmentation moyenne sur tout le globe. Pareil, la chute de la biodiversité, on ne la perçoit pas. Environ 70% de la biodiversité qui a disparu en 50 ans, ça, on ne le perçoit pas, ou pas assez. Pourquoi? Parce qu'on a aujourd'hui de plus en plus d'urbanisation, on a les gens qui sont tirés de la campagne et qui viennent en ville, et on rajoute par-dessus toute la numérisation qui fait qu'on se déconnecte complètement de la nature, et ben, du coup, on ne se rend même plus compte que la biodiversité chute. Je veux dire, on vivrait dans la campagne, entouré d'animaux, on verrait tout de suite que la biodiversité sera en train de chuter. Aujourd'hui, en plein cœur de Paris, en plein cœur de Grenoble, moi, je ne la vois pas, cette biodiversité. Et pourtant, c'est une triste réalité. Petite parenthèse, hein, la chute de la biodiversité, c'est à chaque fois des menaces de l'homme. Hein. Toutes les théories qui nous disent que la chute de la biodiversité, c'est lié à une évolution naturelle, ça, c'est des conneries complètes. On retrouve dans les causes hein, la pollution, la surexploitation, le changement d'exploitation, le développement urbain, etc., etc. Bon. Donc, on ne perçoit pas non plus la chute de la biodiversité. Pareil, est-ce qu'on est conscient de ce qu'on achète? Parce qu'aujourd'hui, quand j'achète le Nikon D700, qui est sorti en 2008, et que je fais la vue éclatée, regardez tout ce que je retrouve. Mais moi, je ne suis pas conscient en fait de toute cette électronique-là, de toute cette complexité structurale qui fait que mon produit, à la fin, il ne sera pas recyclable. Moi, si aujourd'hui, avant le Nikon D700, on me montre l'image de toutes les pièces qui composent le Nikon D700, je fais non. Je ne prends pas ce Nikon D700 parce que je connais toutes les pollutions liées à l'électronique et je connais qu'un produit, enfin, je sais qu'un produit comme ça va être irrecyclable. Donc, du coup, je ne prends pas un produit comme ça. J'essaie de prendre un produit qui a moins de composants et qui est un peu plus moins complexe dans sa structure. Mais c'est pareil, on n'est pas conscient de ce qu'on achète. Toujours dans la même idée, les grands SUV ou tous les concept cars qu'on voit à la télé ou qu'on voit dans les grands salons qui essayent, en tout cas par le marketing, de nous faire rêver de ces voitures-là, aujourd'hui, en fait, on ne voit pas l'envers du décor. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la belle écorce de l'orange. Mais quand on rentre à l'intérieur de l'orange, de cette écorce-là, l'orange, elle est pourrie. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas le travail des enfants, presque 1 million d'enfants qui travaillent dans les mines, c'est horrible, qui travaillent dans les mines. La première partie est un peu tristoune, mais qui travaillent dans les mines aujourd'hui, selon Fairphone, on n'a pas toutes les pollutions, on n'a pas à l'idée toutes les pollutions liées aux terres rares, aux métaux rares en général. Donc, il y a toute une partie qu'on ne voit pas, malheureusement, de la consommation en France. Petite parenthèse, hein, si ça, c'est à cause de la mondialisation, parce qu'à partir du moment où on a éclaté nos chaînes de fabrication, eh ben, on n'a plus le contrôle, on n'a plus la vision sur ce qui se passe. Si on essaye de refaire des produits de A à Z sur notre territoire selon nos matières premières, on se rendrait compte tout de suite de la pollution. Et du coup, on aurait des mouvements de population bien plus forts qui permettraient d'orienter la population dans les choix de consommation. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on extrait dans une partie du globe, quand on transforme dans une autre partie du globe, quand on achemine pour venir les stocker et les consommer en Europe, en fait, on n'a pas vu toutes les pollutions qui sont générées autour. Pareil, dernière slide, on ne voit pas non plus que nos matières sont en train de s'épuiser. Et pourtant, il reste, par exemple, selon l'ADEME, 25 années à peu près de cuivre rentable dans nos mines. Il reste moins de 20 ans pour le plomb, le zinc, l'argent. Mais ça, c'est pareil. On n'a pas conscience de cette finitude des ressources. Bon, ça, c'était les perceptions un peu sensorielles. Il va falloir qu'on travaille dessus pour essayer de montrer un petit peu aux populations que tout ça, c'est en train d'arriver.
Mais bon, maintenant, si je passe un petit peu aux perceptions psychologiques, qu'est-ce qui fait qu'on retrouve ces blocages-là à la transition? Aujourd'hui, un des premiers blocages au niveau de la perception psychologique, c'est qu'en fait, on préfère ignorer les enjeux. On préfère ignorer les problèmes environnementaux et climatiques. C'est ce qu'on appelle le grand effet de l'évitement de l'éco-anxiété. C'est-à-dire qu'on a tendance à faire une économie d'inquiétude, à être à la fois optimiste et insouciant en se disant de toute façon, ça ne me concerne pas, ou au contraire, la technologie va nous sauver, ou suivant, ou par exemple par rapport à la perte de la biodiversité, eh ben, il y a des mouvements naturels qui vont se faire que finalement, la biodiversité s'adapte par rapport aux conditions, etc., etc. On entend tout et n'importe quoi. Mais du coup, on a toute cette partie aussi de la population qui évite le problème parce que c'est anxiogène, on le comprend, mais qui du coup se détache un petit peu de ces enjeux-là. Deuxième problème de perception, c'est qu'on perçoit le monde à travers le prisme de nos croyances. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Quand moi je vais faire des recherches, quand je fais des recherches, je suis jamais totalement neutre. Et en fait, suivant que je sois climato-sceptique, je vais retrouver des informations et je vais retenir des informations climato-sceptiques, que des informations qui vont dans mon sens. Et c'est pareil à l'inverse si je suis au contraire conscient du changement climatique. Si je suis conscient du changement climatique, je vais retrouver et je vais rechercher que des articles de journaux ou de presse spécialisés qui vont dans mon sens. Et c'est celle-là après que je vais redistribuer. Donc il y a ce biais-là de confirmation qui fait qu'on n'est pas forcément nous-mêmes honnêtes sur l'information qu'on perçoit et qu'on redistribue. Et donc, à chaque fois, on a cette mentalité-là de se dire tous les experts ou tous les faits prouvent ce que je pense, ce qui est parfois totalement faux. Deuxième biais, pareil, dans le prisme de nos croyances, c'est le biais d'assimilation. C'est-à-dire qu'à partir d'une breaking news, à partir d'une info qu'on arriverait à retrouver, on va venir l'analyser d'une manière complètement différente selon qu'on soit pour le sujet ou selon qu'on soit contre le sujet. Pour vous l'illustrer, c'est le problème nucléaire, c'est l'accident nucléaire qu'il y a eu à Three Miles Island, donc aux États-Unis en 1979, où on a eu une défaillance dans une centrale nucléaire, qui a été heureusement sans gravité grâce à tout un tas de sécurité interne dans nos centrales nucléaires, et aussi par le biais des humains qui sont venus redresser le tir par rapport à un emballement thermique. Bon, et ben en fait, on a eu des analyses complètement différentes dans les médias. Selon qu'on soit contre le nucléaire, les gens sont allés dire, eh ben regardez, du coup, le nucléaire n'est pas sûr parce qu'il peut y avoir des accidents nucléaires. On n'est pas à l'abri des accidents. Et à côté de ça, ceux qui sont pro-nucléaires nous ont dit, eh ben oui, effectivement, il peut y avoir des problèmes, mais comme toutes les sources énergétiques, un barrage hydraulique peut s'effondrer. Par contre, ce qu'on vient de voir avec Three Miles Island, c'est qu'on peut avoir des problèmes, mais que grâce à la sécurité interne des centrales, eh ben, on a gardé la population en sécurité. Donc, vous voyez la différence comme ça d'analyse d'une même information suivant en fait qu'on soit convaincu ou pas sur le sujet. Donc ça, c'est aussi très problématique. Bon, il y a aussi ce qu'on trouvait assez intéressant, c'est la paresse sociale. La paresse sociale, qu'est-ce que c'est? C'est le fait, on va vous l'illustrer juste par un exemple, c'est le fait de se dire, pour la transition écologique, finalement, on est 7 milliards sur la planète. Donc, si moi, je ne fais pas des actions, eh ben, les 6,9999 autres milliards de personnes pourront faire des actions et puis ça ira très bien. Donc, c'est un petit peu cette idée-là qui est arrivée avec cette histoire avec l'affaire Kitty Genovese, ou ce qu'on appelle la dilution de la responsabilité, où en fait, c'est une femme qui s'est fait agresser à coups de couteau, en fait, dans sa cage d'escalier de son immeuble. Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est qu'elle s'est fait agresser avec une trentaine, il y avait 37 à peu près témoins qui ont vu la scène de l'agression. Enfin, plutôt qu'ils ne l'ont pas vue, mais qu'ils l'ont entendue, cette scène. Et en fait, le problème, c'est que si on est seul à vivre cette scène, on se dit « je suis seul, j'interviens ». Par contre, si on est plusieurs à vivre la scène, eh ben, on se dit tous, quelqu'un va bien finir par intervenir. C'est exactement ce qui s'est passé. Sur les 37 témoins de l'agression au coup de couteau de Kitty Genovese, eh ben, il n'y a personne qui est intervenu. Tout le monde est resté chez soi parce que tout le monde s'est dit, finalement, quelqu'un d'autre va le faire. C'est un peu pareil pour la transition écologique, dans le sens où on se dit, voilà, je ne suis pas tout seul sur le bateau, et donc ce serait bien que ce soit les autres qui fassent des efforts. Moi, je fais déjà des efforts de mon côté, à mon échelle, donc ce serait bien que ce soit les industries, que ce soit l'État, que ce soit mes voisins qui prennent leur SUV sans arrêt, etc. etc. Donc c'est cette dilution de la responsabilité qui fait qu'en fait, eh ben, on se détache du problème et on n'agit plus, et on n'est plus moteur. Donc voilà, bon, la dernière pour les perceptions, comment on explique les actes et les habitudes paradoxales, comment on explique qu'il y a toujours des gens qui sont en train de fumer des clopes.
alors qu'on sait que c'est sûr maintenant. On sait que c'est très dangereux pour la santé à tout un tas de niveaux, que ce soit respiratoire ou cardiaque. Ça, c'est validé par les experts scientifiques. Et ben, on a toujours autant de gens qui fument. Pareil pour la consommation de la viande. Tous les faits, tous les impacts cardiovasculaires d'une consommation excessive de viande. On a toujours autant de gens qui mangent de la viande rouge. Bon. Et ben, en fait, on explique ces actions-là, on explique ces manières de consommer par les dissonances cognitives que vous avez sûrement entendu déjà parler. Je ne vais pas les détailler, hein, mais c'est par exemple la grande idée de la compensation. Je ne sais pas, je vais pouvoir rouler ce week-end en SUV, aller dans les Pyrénées. C'est pas grave parce qu'à côté de ça, je donne à une asso qui reboise. Bon. Scientifiquement, c'est complètement ridicule. Mais bon, il y a des gens qui sont restés dans cette mentalité-là de « je compense ». Mais Aurélien Barraud a dit une super phrase sur la compensation, par exemple, biodiversité. On a tout un tas de projets maintenant qui sont destructeurs, par exemple, des forêts, la déforestation ou l'artificialisation des sols. Et ben, on a tout un tas maintenant d'entreprises qui parlent de compensation biodiversité. C'est-à-dire qu'ils vont détruire un bout de la forêt, mais ils vont aller compenser ailleurs de la biodiversité en mettant des ruches, en essayant de réintroduire des animaux, etc., etc. Mais ce que nous dit Aurélien Barraud, c'est que ça reste des êtres vivants, en fait. Si, par exemple, vous, demain, je tue votre enfant, mais que je vous dis « non, mais vous inquiétez pas, je vais le compenser, je vais faire un autre enfant chez les voisins ou de l'autre côté en Italie, de l'autre côté de la frontière ». Vous allez dire « bah non, en fait, ça ne marche pas comme ça. C'est un être vivant, on ne peut pas compenser aussi facilement. » Donc bon, bref, c'était la petite parenthèse. Mais il y a tout un tas de dissonances cognitives aussi qui posent problème. Donc nous, en tant que scientifiques, en tant que simplement citoyens, c'est déjà super intéressant d'avoir conscience de tous ces blocages-là, hein, niveau psychologique et sensoriel. Bon, après, pour aller très vite, les autres seront plus rapides. Pour aller très vite, il y a aussi maintenant les préférences qui font que pour un certain nombre de personnes, on est bloqué dans une stagnation. On n'a pas envie de faire cette transition. Par exemple, on a la préférence de privilégier les petits plaisirs à la joie. Les petits plaisirs, c'est la consommation excessive, c'est la consommation impulsive de gadgets. Donc ça, c'est les petits plaisirs qui restent en fait très court-termistes. Quand moi j'allume un jeu vidéo, et il y a des études qui sont sorties, et c'est relaté même encore par Nicolas Hulot, quand j'allume un jeu vidéo, et ben mon plaisir s'arrête finalement quand j'éteins la console. C'est des plaisirs qui sont très restreints dans le temps et qui du coup ne devraient pas nous intéresser. Nous, ce qui devrait nous intéresser, c'est la joie, c'est celle qui dure longtemps dans le temps, c'est passer du moment avec sa famille, on va vous le développer tout à l'heure. Bref, aujourd'hui, il y a tout un tas de personnes qui préfèrent du coup surconsommer des gadgets pour se faire plaisir. Donc là, c'est très problématique parce que l'empreinte carbone en pâtit. Là, ici, c'est juste un petit graphe qu'on trouvait super intéressant sur l'évolution des achats compulsifs. Qu'est-ce qu'on appelle achat compulsif ou abusif? C'est un achat qui dépasse un petit peu le niveau de salaire, qui dépasse le pouvoir d'achat des personnes. Et donc, en fait, on se rend compte, là, ici, vous avez la grande question, c'était est-ce que vous avez consommé une fois dans l'année un produit sur Internet? Et donc, on a l'évolution depuis 2009, suivant les différentes catégories d'âge que vous voyez, suivant différentes couleurs. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, selon toutes les différentes catégories d'âge, on a une augmentation des achats compulsifs sur Internet au fil des années. Ça, c'est super problématique. Donc, ça vient du e-commerce, des grands centres commerciaux, du sans contact, de la publicité, bien évidemment. Donc là, c'est problématique. Cette préférence-là, il faut absolument qu'on en sorte. Il faut qu'on arrive à sortir aussi de ce grand curseur qu'on appelle la qualité-prix. Aujourd'hui, le problème de la qualité-prix, c'est que la qualité ne représente absolument pas la pollution générée, la pollution qu'elle soit atmosphérique ou en termes de biodiversité, générée par l'achat d'un produit. Ça ne représente rien, en fait, la qualité. Donc ça, il faut qu'on sorte de ce curseur-là. Nous, ce qu'on milite dans le collectif, c'est un nouveau curseur qui est la soutenabilité de prix. C'est-à-dire que, par exemple, je ne vais pas acheter un iPhone parce qu'au niveau de la qualité, évidemment, il est très bon, mais il n'est pas soutenable. Un iPhone, ce n'est pas réparable. Un iPhone, c'est fabriqué encore dans des conditions sociales, je ne vais pas le développer, mais dramatiques. Un iPhone, on a de l'obsolescence programmée, software et hardware, qui est ressorti encore en 2020. Bref, on devrait presque en avoir honte. Par contre, ce qu'on devrait maintenant privilégier, c'est d'acheter par exemple un Fairphone qui est un peu moins puissant que l'iPhone, bien évidemment, mais par contre qui est plus soutenable. C'est un produit tout bêtement qui est réparable. C'est un produit qui rémunère correctement les personnes qui l'ont fabriqué. Enfin, je veux dire, il n'y a rien d'aberrant en fait. Il y a toute logique dans ce produit-là et pourtant, on se tourne encore vers l'iPhone.
Donc, il faut qu'on change nos préférences, de ne plus privilégier la qualité-prix, mais de privilégier la soutenabilité de nos produits par rapport à leur prix. Hop, bien évidemment, en termes de préférence, c'est cette aversion à la dépossession, c'est-à-dire qu'on a une vision du progrès qui est toujours vers le haut, cette croissance-là qui est toujours vers le haut. Donc, bien évidemment, quand on dit qu'il va falloir consommer moins, quand on dit qu'il va falloir diminuer peut-être un peu son confort, qu'il va falloir diminuer un petit peu les gadgets à la maison, eh bien, psychologiquement, c'est compliqué d'y renoncer. Mais tout ça parce qu'on ne rend pas la transition écologique attractive. On va vous en parler dans la dernière partie. Mais du coup, voilà, il y a cette aversion-là à se dire, bah non, j'ai accumulé tout un tas de confort, je n'ai pas envie de faire marche arrière. Donc, c'est à nous de maintenant venir travailler sur l'émotion pour essayer de montrer que finalement, cette société-là, avec tous ces gadgets-là, elle n'est pas si bien parce qu'on n'est pas plus heureux. Mais par contre, si on a moins de gadgets et qu'on se concentre sur d'autres choses, c'est-à-dire la joie à long terme, eh ben, on sera finalement plus heureux. Donc, c'est à nous maintenant de travailler là-dessus. Bon, troisième bloc, c'est les habitudes. Là, il y a juste une slide. C'est cette idée de sobriété énergétique du cerveau, c'est-à-dire que le cerveau fait le moins d'efforts possible. Ça, c'est validé par la neuroscience, par les neurologues, c'est-à-dire que notre cerveau fait de la sobriété énergétique. Et donc, du coup, il y a un certain pouvoir des habitudes qui est super fort. Aujourd'hui, quand on a l'habitude de mettre tous ses déchets dans la poubelle grise, et ben sortir de cette habitude-là, d'acheter 2 poubelles différentes et de faire son tri, 2 voire 3 si on a du compost, et de faire son tri, son carton, son plastique d'un côté, ses conserves, tout ce qui n'est pas recyclable, et puis tout ce qui est aussi organique d'un autre côté. C'est sortir des habitudes et donc du coup, c'est faire des efforts. Donc là encore, c'est un vrai blocage pour certaines populations et c'est pour ça qu'on a des villes qui sont obligées de venir proposer des nouvelles poubelles, de venir proposer du compost à la maison, de venir proposer gratuitement des bacs à installer dans son jardin, parce que sinon, les gens, en fait, sont difficilement acteurs tout seuls, en fait. Donc, c'est intéressant de le savoir. Et c'est pareil pour les déplacements. Quand on a l'habitude de se déplacer sans arrêt au boulot en voiture, et ben de se dire non, je vais prendre mon vélo demain matin. En plus, il fait super beau. Et ben, ce n'est pas forcément si évident. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Dernière partie, environnement. Donc là, c'était plutôt des blocages qui sont à la fois plutôt individuels. Maintenant, il y a le grand blocage qui est assez collectif. Donc déjà, il y a l'environnement sensoriel comme blocage. Imaginons que j'ai envie de faire un trajet domicile-travail en vélo, que je sois super motivé, je fais partie des 20% moteur. J'ai envie de faire mon trajet en vélo, je suis motivé. À côté de ça, si derrière, ou d'aller par exemple au boulot en vélo, si derrière, on n'a pas si on a des boulots, des usines qui sont… excusez-moi. Le stage, toujours du monde qui passe. Donc voilà, imaginons que par exemple, j'ai envie d'aller au boulot en vélo, mais que mon boulot, les bureaux de mon boulot sont situés à la périphérie et que je suis obligé d'emprunter la rocade. Et bien ça, je ne peux pas le faire en vélo. Alors que les bureaux, petite parenthèse, peuvent très bien se situer dans le centre. Il n'y a pas de produits chimiques dans un bureau, ça peut très bien se situer dans le centre. Mais si on a décidé de mettre ça en périphérie des villes, et ben, du coup, les gens sont obligés d'y aller en voiture. Pareil, si cette fois-ci, les bureaux sont dans le centre, mais que la ville est construite pour l'utilisation de la voiture, et ben, utiliser son vélo, c'est juste dangereux. Et donc, du coup, on ne le fait pas. Donc là, on a un vrai blocage qui est plutôt environnemental, en tout cas systémique. Pareil, le système, par exemple, alimentaire de consommation. Imaginons que je me réveille un bon matin et je me dis, bah, ça suffit, maintenant j'ai envie de manger durablement, c'est-à-dire soutenable, une consommation soutenable, c'est-à-dire locale, c'est-à-dire bio. Si à côté de ça, je regarde un petit peu les prix et que la tomate cerise bio française, elle est à 4,34 € le kilo, et que je tourne mon regard sur les stalles et que je vois des tomates cerises rondes du Maroc à 1,80 € le kilo, moi je suis étudiant, ou je suis quelqu'un simplement qui n'a pas forcément de grands revenus, qui aurait ça, ou qui est retraité, eh ben, je suis désolé, mais je vais peut-être me tourner vers les tomates cerises rondes du Maroc. Et pourtant, ce n'est absolument pas une production qui est soutenable. On a des pesticides, on a de l'élevage sous serre, etc., etc. Donc là, c'est encore pareil. Le rôle et l'impact des prix sur la consommation, il est juste énorme. Et ça, malheureusement, on ne peut pas le faire individuellement. C'est un changement qui est collectif. Ça, c'est à l'État de définir un petit peu les nouvelles relations économiques entre les pays. Bon, mais du coup, c'est un blocage.
On peut décider d'être sobre, mais on ne peut pas à côté de se soustraire du zéro achat. Il va toujours falloir qu'on consomme tout un tas de produits. Donc là, du coup, il y a la responsabilité des ingénieurs à la proposition de la consommation. Parce qu'aujourd'hui, si par exemple, je veux un ordinateur qui soit réparable, soutenable, je suis désolé, mais ça n'existe pas. Si je veux une voiture qui soit sobre, facilement démontable, facilement réparable, ça n'existe pas non plus. Si je veux une machine à laver qui soit facilement aussi démontable, modulaire, tout ce que vous voulez, ça n'existe pas non plus. Aujourd'hui, le grand problème, c'est qu'on n'a pas toujours une alternative à la consommation qui est déraisonnable et qu'on nous propose aujourd'hui. Donc, du coup, c'est super dur d'avoir une consommation sobre, responsable. Donc là, il y a un vrai rôle des entreprises, des ingénieurs, des scientifiques, des centres de recherche à proposer autre chose en consommation pour les citoyens, pour qu'ils puissent déjà faire un choix. Donc voilà, ça, c'est encore un autre blocage qui est assez conséquent. Bon, et puis, il y a finalement la dernière partie des blocages qui est l'environnement social. Par exemple, le mimétisme comportemental, c'est le fait de se dire en fait, je suis mes amis. Donc, vu qu'on n'a que 20% de la population française qui est vraiment moteur, on a encore 80% qui n'est pas tout à fait moteur, et du coup, je vais suivre ces gens-là. La transition écologique, elle n'a pas bouleversé nos esprits encore. Pour tout un tas de personnes, ce n'est pas du tout une priorité ou ce n'est pas un sujet d'actualité où on en parle tous les jours. Je vais suivre ces gens-là et je ne vais pas me renseigner particulièrement parce que ça voudrait dire que je sors du lot. Et c'est super dur, en fait, de sortir du lot. Moi, je l'ai vécu dans la formation et dans tout un tas de chez mes amis, etc. Mais sortir du lot, c'est assez compliqué, en fait, socialement. Donc là, il y a un vrai problème. Et puis, il y a aussi la comparaison sociale. C'est suivre un chemin tracé. Aujourd'hui, ce qui nous est fait miroiter comme métier de rêve ou comme réussite sociale, ce n'est pas de faire de la permaculture. C'est être banquier, c'est être ingénieur, c'est être politique, c'est d'avoir des grands jobs comme ça à responsabilité, c'est accumuler énormément de richesses, c'est d'avoir une Rolex, c'est d'avoir un gros SUV, etc., etc. Et donc, du coup, on suit tout ça. Donc, c'est là, on va vous en parler dans la dernière partie que je vais commencer, mais c'est là où on a un vrai rôle de commencer à orienter dans une autre direction la population et ses envies. Donc voilà, j'ai fini. Et pour juste un petit récap, du coup, on a vu que pour expliquer les blocages, il y aurait à première vue 4 grands pôles: la perception et la conscience des enjeux climatiques et des problèmes de consommation, les préférences que l'on a au quotidien, nos habitudes aussi que l'on a au quotidien, et puis notre environnement, qui fait que parfois, on a beau être motivé, on est simplement bloqué. Donc j'en ai fini avec cette deuxième partie. En déshydratation. Et donc, je vais aborder la troisième partie. C'est assez sportif, mais on veut laisser du temps pour le débat derrière. Donc, c'est pour ça que je parle un petit peu vite. Et puis, on a dû faire un choix dans les informations, vous imaginez bien. Bon, maintenant, c'est la partie qui nous intéresse presque le plus. C'est-à-dire qu'on a pointé du doigt ce qui n'allait pas. On a ciblé un petit peu les personnes, que ce soit individuellement et collectivement. Et maintenant, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Comment on essaye de débloquer? Comment on essaye d'impulser des nouvelles images à la population et de débloquer des nouvelles envies, etc., etc. Comment motiver au mouvement de transition? Alors, il faut qu'on lutte du coup au blocage à notre échelle. Là, tout ce qu'on va vous montrer, c'est déjà des blocages plutôt. Donc, on a vu que les deux étaient essentiels, individu et collectif. Et moi, je vais essayer de vous montrer là pendant cette présentation. Je vais essayer de vous présenter un petit peu comment arriver à motiver plus de personnes. On a vu qu'il n'y avait que 20% de personnes qui étaient vraiment acteurs, moteurs. On va essayer de voir comment on peut essayer d'en motiver un petit peu plus. Travailler sur le collectif, c'est très compliqué parce que là, on s'attaque plutôt à de la politique. Donc là, c'est un peu hors de notre portée. Par contre, nous, ce qu'on peut faire en tant que citoyens renseignés et conscients, c'est agir là-dessus. C'est comment arriver à motiver plus de personnes. Et surtout, à partir du moment où on aura motivé plus de personnes, par exemple, à manger bio et local, du coup, ça va impulser directement la décarbonation de l'agriculture. Si l'État voit et si les grandes entreprises voient que les citoyens sont maintenant tous motivés ou une grande partie est motivée, du coup, les investissements vont aller là-dedans. Donc, en fait, on se rend compte qu'on a vraiment un effet boule de neige et que si on agit sur les citoyens qui sont moteurs de la consommation, du coup, on impacte toute la chaîne jusqu'à la fabrication. Alors, du coup, on a trouvé 3 biais d'action. On pourra en débattre après derrière parce que c'est assez intéressant, vous allez voir. On a trouvé 3 biais d'action pour essayer de construire un nouvel imaginaire. C'est ça qui est intéressant. C'est faire rêver d'autres choses pour demain.
Le premier biais d'action, c'est avoir une nouvelle morale. Ça, c'est plutôt des enjeux collectifs. Une nouvelle, c'est-à-dire, c'est tout, c'est mes amis, c'est mes collègues, c'est ma famille, c'est cette nouvelle morale-là, plutôt nationale, on va dire. Il faut qu'on arrive à rentrer dans une espèce de modestie déjà, pour ces nouvelles morales-là de l'humain moderne, du citoyen moderne. Pourquoi je dis ça? C'est parce que aujourd'hui, l'homme, par ses connaissances techniques, il est capable de contrer les eaux en construisant des barrages hydrauliques, il est capable de contrer les maladies en construisant des vaccins, il est capable même de contrer la gravité en construisant des fusées spatiales. Mais ce que nous dit Hans Jonas dans le principe de responsabilité, ce philosophe assez connu, il nous dit l'homme, malgré son savoir et son ingéniosité illimitée, comparé aux éléments de la nature, il est toujours encore petit. Et Monsieur Jonas a très modestement, amplement raison, parce que quand on regarde un petit peu, face aux forces de la nature, que ce soit les volcans, les séismes ou le dérèglement climatique, en fait, on se sent très faible par rapport à ces forces-là qui sont gigantesques. Et puis surtout, l'homme seul ne survit pas, toujours dans cette idée de modestie. La faune et la flore, c'est juste pas un décor parce que sans les abeilles, on se retire une grande partie des tomates, des canneberges, de la rhubarbe, de la pêche, de la mûre, du melon, de la framboise, du raisin, une grande partie, grosso modo, de nos fruits. Et pourtant, les fruits sont complètement vitaux. Hein. On ne va pas manger des comprimés pharmaceutiques d'Azinc ou de Béroca tous les matins. L'objectif, c'est de manger des fruits. Le problème, c'est que plus on détruit la biodiversité, moins on aura accès à ces matières-là premières qui nous permettent de vivre sainement. Donc, l'homme seul ne survit pas. Donc, il faut qu'on soit modeste par rapport à notre environnement. C'est cette belle image-là, en fait, que j'ai voulu vous mettre. On a pas mal de représentations où on a l'homme qui est en haut de la pyramide et on a du coup tous les animaux qui sont derrière. Non, l'homme n'est pas en haut de la pyramide, il est plutôt contenu dans le cercle, il est contenu avec tous les autres êtres vivants et tout est relié, en fait. C'est une chaîne alimentaire et l'homme fait partie des autres êtres vivants. Petite parenthèse aussi, hein, quand on met l'homme en haut de la pyramide, finalement, ça peut être vu aussi comme une forme de faiblesse, parce que si on a un élément de la pyramide qui s'enlève, notamment dans la base, eh bien, il y a tout qui s'écroule. Mais bon, quand on voit l'homme en haut de la pyramide, l'image qui nous est envoyée, c'est plutôt une image de puissance, alors que pas du tout. Sans la nature, en fait, on n'est pas grand-chose. Bon, il faut, à côté de ça, ce nouveau regard sur l'environnement et cette espèce de modestie, il faut maintenant que la honte change de camp. Ça, c'est encore une morale collective. Il faut que la honte change de camp déjà quand je consomme et quand je fais des activités comme ça au quotidien. Donc, on va vous lister un petit peu 2-3 petits trucs et puis on vous invite à rebondir là-dessus. Il faut maintenant que j'ai honte de rouler en gros SUV, de rouler en voiture finalement, qui sont bourrées d'électronique, qui sont bourrées de technologies dont je n'ai pas besoin. Il faut que je sois fier de rouler dans une voiture sobre, réparable, construite localement et qui a une empreinte du coup soutenable. Il faut que je ne sois pas fier d'avoir la dernière technologie, il faut que je sois fier d'avoir la technologie qui me suffit finalement. C'est pareil, il faut que j'ai presque honte d'être la personne qui est avide du moindre effort, qui est intéressée par le moindre effort. Moi, je ne veux pas, il faut qu'on ait honte d'avoir des appartements complètement bourrés d'électronique, avec des boutons de partout, où on appuie avec notre smartphone ou sur les murs, et tout se déclenche automatiquement sans que nous, on n'ait plus rien à faire, à part se poser sur le canapé. Non, il faut qu'on soit plutôt fier d'être actif, d'être acteur, de prendre soi-même son équipement pour, par exemple, tondre sa pelouse et tondre sa pelouse soi-même. Il faut complètement qu'on se sorte des gadgets. Il faut qu'on ait honte d'utiliser des gadgets et d'être finalement, complètement lié et dépendant à ces gadgets-là. C'est pareil, il faut que j'ai presque honte d'avoir un téléphone ou d'avoir un appareil high-tech qui ne soit pas réparable, qui soit construit à l'autre bout de la planète dans des conditions dramatiques. Mais par contre, il faut que je sois fier de l'autre côté d'avoir un téléphone sobre, d'avoir un téléphone réparable, d'avoir un téléphone qui va me durer longtemps, etc., etc. C'est pareil, il faut que j'ai presque honte de consommer du fast-food qui va me favoriser des maladies cardiovasculaires, des problèmes de santé, du surpoids, etc., etc. Par contre, il faut que je sois fier d'avoir passé 30 minutes au marché le dimanche matin pour après cuisiner avec mon conjoint ou ma conjointe, cuisiner des bons repas sains ensemble, d'avoir passé un moment de partage en cuisine. Il faut qu'on soit fier de ça. Et le dernier exemple, il faut qu'on ne soit pas fier d'aller traverser la planète pour aller faire un peu de canoë, 30 minutes de canoë en Nouvelle-Zélande. Ça, c'est ridicule. Il faut qu'on soit fier
de profiter déjà de la beauté de la France et de la beauté de nos paysages. Moi, demain, je n'amènerai pas mes enfants en Nouvelle-Zélande. Par contre, j'amènerai mes enfants découvrir le Mont-Saint-Michel, découvrir les rues escarpées, découvrir les petites boutiques un peu médiévales, manger la galette au beurre et au sucre, etc., etc. Et des trucs très typiques français parce que c'est super beau et ça nous suffit amplement. Donc, il faut qu'on soit fiers comme ça de cette nouvelle consommation. Bon. Deuxième biais d'action, les nouvelles sources de joie. Ça, c'est super important. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Sortir de l'achat compulsif pour essayer maintenant d'être heureux d'une manière un peu différente. Parce que l'homme, on est d'accord, il est à la recherche du bonheur, de l'épanouissement. Et c'est complètement louable. Et on veut être heureux et épanoui de partout. On va être épanoui au boulot, on va être épanoui à la maison. Mais le problème, c'est que dans la mentalité collective, cet épanouissement-là, il se passe en fait, il se dirige, enfin plutôt, il est associé à une augmentation de salaire. Il est associé à chaque fois à une augmentation du pouvoir d'achat qui va nous permettre de consommer et de surconsommer. Et ben nous, dans le collectif, on dit non. L'épanouissement et le bonheur, c'est pas avoir plus d'argent, c'est utiliser peut-être, c'est consommer d'une manière différente. On va vous le montrer. Parce qu'en fait, ce qu'on a réalisé un petit peu dans le collectif, c'est que ce à quoi nous tenons le plus, ça n'a finalement pas de prix. Passer un moment en famille, ça n'a pas de prix. Passer un moment avec ses amis sur la plage, une soirée, ça n'a pas de prix. Profiter sur la plage des rayons chauds sur nos épaules, ça n'a pas de prix. Profiter de l'air pur en montagne, ça n'a pas de prix. Manger sainement, c'est pareil, ça n'a pas de prix et c'est super agréable. Par contre, quand même, l'épanouissement de l'homme, il ne peut pas se faire sans l'épanouissement de la planète. Ça, c'est super intéressant. C'est parce que si on veut manger sainement, il nous faut des sols sains et riches en nutriments, il nous faut de l'eau en abondance, et sur certaines régions du globe, c'est quand même mal barré, des cultures biodiverses et un climat stable. Si on veut profiter de l'air pur en montagne, il faut qu'on arrête les émissions de GES, de gaz à effet de serre, pardon, des usines et à la sortie de nos pots d'échappement. Si on veut profiter des rayons chauds sur nos épaules sur la plage et pas cramer, littéralement, il faut qu'on protège la couche d'ozone pour pas avoir des problèmes avec les ultraviolets. Il faut qu'on limite le réchauffement climatique. Parce que quand même, les prévisions de Météo France qui nous disent qu'en 2050, on aurait à peu près 50 degrés de pic de chaleur en été, excusez-moi, je ne vais pas sur la plage. Je reste chez moi et j'allume dramatiquement la clim. Donc, si on veut profiter de tout ce qui n'a pas de prix finalement sur notre globe, il faut qu'on fasse des efforts. Mais bon, c'était la petite parenthèse. Donc, il faut qu'on cherche finalement d'autres sources de joie qui se détachent complètement en fait des petits plaisirs quotidiens. Et puis le dernier biais d'action, et c'est presque celui qui me tient moi le plus à cœur, et c'est celui qu'on va développer le plus, de manière vraiment très concrète dans les jours à venir et dans les mois qui vont arriver avec le collectif, c'est développer une nouvelle culture écologique. Ça, c'est super intéressant. Pourquoi cette idée de culture, avant que je rentre dans les détails, on s'est rendu compte tout à l'heure qu'on a des gens très conscients, mais on n'a pas le déclic qui pousse à l'action. Et en fait, ce déclic-là, on s'est rendu compte qu'il va passer par l'émotion. C'est faire rêver d'autres choses. On a déjà commencé, je vous ai déjà montré 2-3 trucs, mais c'est faire rêver d'autres choses, c'est proposer un nouveau futur, c'est s'émerveiller différemment. Et donc ça, c'est le grand rôle de la culture, c'est le grand rôle de l'art. Donc l'art et la culture ont un rôle énorme à jouer. Donc le troisième biais d'action, c'est carrément de développer pour nous une culture écologique. Dans la culture, on inclut aussi les médias. On va parler de l'art plus précisément tout à l'heure, mais on inclut aussi les médias dans le choix de l'information qu'ils nous proposent et ne serait-ce que dans le pouvoir des images. On va vous le montrer. Aujourd'hui, et on a trouvé cette phrase de Tim Jackson qui est juste incroyable, c'est un économiste moderne qui travaille justement sur des grands bouquins comme Prospérer sans croissance. Il n'y a pas plus intéressant, je pense, maintenant. Et ce que nous dit Tim Jackson, c'est on nous persuade par le marketing, on nous persuade, nous les gens, de dépenser de l'argent que nous n'avons pas dans des choses dont nous n'avons pas besoin pour susciter des impressions qui ne dureront pas chez des gens dont nous nous fichons. C'est dramatique, mais je trouve cette phrase terriblement vraie en fait, et assez concrète et assez enclin avec la réalité. Parce que c'est vrai, à grands coups d'image, on nous promet qu'un achat de plus va nous rendre la vie meilleure. Donc, on nous bombarde de voitures, de grands SUV, de ces grands tanks là, bourrés d'électronique. On nous parle d'ordinateurs plus légers, on nous fait miroiter tout un tas de gadgets, on nous parle de voyages exotiques. Et à chaque fois, on nous promet une vie meilleure.
Donc ça, c'est problématique parce que le pouvoir des images, il a un rôle juste incroyable sur la consommation et sur l'innovation et le développement des produits. Aujourd'hui, dans le contenu visuel, quand même, on a l'impression qu'on est en train un peu de se tromper de priorité. Quand on regarde, ne serait-ce que le secteur, par exemple, de la musique. Aujourd'hui, quand on regarde des clips musicaux, c'est quand même pas des images de sobriété qui sont diffusées à la population. On a des images de luxe, on a des images de grandes maisons, on a des images de SUV, on a des images d'argent à profusion. Et le problème, c'est que finalement, quand on est jeune, c'est finalement vers ça qu'on a envie de tendre. Donc, du coup, ça oriente la population, mais vers une destination qui n'est pas celle qu'elle devrait être. Donc ça, c'est le côté un petit peu, on va dire, musicalité, culturelle. Maintenant, quand on regarde sur les médias classiques, aujourd'hui, la transition écologique, quand on fait un petit peu le bilan, c'est pas assez abordé dans les journaux télévisés, par exemple. On n'a pas assez de reportages qui abordent ce sujet-là. Juste un exemple, l'affaire Grégory, elle date de 1984. On en a encore parlé le mois dernier sur TF1. Je veux dire, l'affaire Grégory, c'est dramatique, mais honnêtement, ça intéresse plus personne. Il va peut-être falloir qu'on passe à autre chose. Eh ben non, on en parle encore dans les JT de TF1 et on va même faire une adaptation sur TF1. On a fait des adaptations sur Netflix. Il faut qu'on arrive en fait à sélectionner les informations qu'on distribue à la population. Parce que parler de meurtre, parler de voyages exotiques, parler de tout ça, et ben finalement, on ne parle pas de ce qui est le plus important, c'est les enjeux qui vont tous nous concerner plus tard dans les années qui vont arriver, la transition écologique. Et la transition écologique, ce n'est pas que dramatique. Je veux dire, ça fait maintenant 1 an qu'on travaille là-dessus, nous, et je ne suis pas encore dépressif. Donc, on peut faire miroiter et on peut montrer des images plus valorisantes et plus dynamisantes de la transition écologique. Sauf qu'aujourd'hui, on ne le fait pas. On choisit de diffuser d'autres infos. Pourquoi donc bon, il y a cette slide aussi, mais je ne vais pas forcément très la développer, c'est le pouvoir en fait des utopies. Pourquoi les médias ont ce rôle-là aussi important de véhiculer les bonnes images? C'est parce qu'en fait, on se rend compte que quand on parle et quand on fait des simulations de systèmes, de modes de vie un petit peu plus soutenables, de vivre dans des utopies, c'est vraiment l'utopie, on se rend compte qu'en fait, ça influence complètement, on vient récupérer ces idées-là de consommation soutenable. En fait, ça a un vrai impact sur la consommation et sur le développement des produits. Pour vous le montrer, cette idée-là qu'il faut absolument qu'on pousse vers des images d'un monde plus vertueux et que ça a un vrai impact, c'est une exposition qui a été faite et que je trouve super intéressant. C'est une exposition qui a été faite à Lille en septembre 2020. Et en fait, ils sont venus récupérer tous des vieux journaux, des vieux morceaux de publicité, de marketing des années 1900. Et en fait, le grand thème de cette exposition, c'était l'an 2000 tel que le voyaient les gens en 1900. Vous allez voir, c'est super intéressant cette exposition. Pourquoi? Parce qu'en 1900, par le pouvoir des utopies, ce qu'on faisait rêver aux citoyens, ça a eu un impact énorme. Qu'est-ce qu'on rêvait, par exemple, en 1925? On rêvait déjà de télémédecine, on rêvait des premiers casques de réalité virtuelle. En 1930, on préfigurait déjà le smartphone, c'est-à-dire qu'on essayait d'imaginer qu'on ait un casque pour écouter son interlocuteur et qu'en plus on le voit devant, alors que, petite parenthèse, en 1930, on inventait à peine le scotch et les surgelés. Vous imaginez le truc? On était mais à milieu d'imaginer que c'était possible finalement d'avoir des smartphones. Donc c'est vraiment une utopie. Et pourtant, aujourd'hui, c'est une réalité le smartphone. Donc, cette exposition, elle est super intéressante. Et ce qu'on se rend compte et ce qu'on apprend dans cette exposition, c'est qu'on voyait à l'époque des ascenseurs de partout, le smartphone, je vous l'ai dit, les aspirateurs robots, on les voyait déjà à l'époque, les aéroplanes de partout. Et en fait, maintenant, quand on fait un bilan, en fait, le smartphone, il est de partout, les robots aspirateurs, ils sont de partout, les ascenseurs, ils sont de partout, et les aéroplanes, c'est une question de mois ou d'années. Airbus a fini son projet, il fonctionne, ils attendent juste que la loi dise oui. Vous imaginez le truc? Donc, en fait, on vient de se rendre compte que par les images qu'on a envoyées, parce que toutes les images que vous avez vues tout à l'heure, c'était mis dans les paquets de céréales, c'était mis dans les margarines, c'était en fait diffusé à la population par les journaux, c'était diffusé comme ça de manière… c'est du soft power, vraiment. Mais on se rend compte, c'est qu'à partir du simple fait qu'on ait impulsé comme ça ces nouvelles idées, la science a permis que ce soit finalement réalisable. Et donc, du coup, on a la consommation derrière qui suit. Donc, le secteur de la culture et de l'art a un pouvoir, et des médias a un pouvoir juste incroyable dans le développement de produits et dans la consommation future.
Il faut qu'on sorte de cette espèce de chaîne vicieuse aujourd'hui dans laquelle on est pris. Ça, c'est vraiment encore très focalisé sur les médias et sur la culture. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde des films, on a des voitures qui sont bourrées d'électronique. Quand on regarde les expositions, il y a même un publicitaire qui nous dit dans le salon de l'auto, on a l'impression d'être au sein de l'agriculture, c'est-à-dire tout est vert. Donc, du coup, ça décrédibilise complet. On se dit que on peut mettre tout un tas de gadgets, ça ne pollue pas. Par les articles qu'on voit dans les journaux, par exemple le SUV qui séduit les femmes, finalement, on oriente la population, on oriente par exemple les femmes à acheter et à se tourner vers les SUV parce que finalement, c'est plus sécurisé, c'est plus socialement intéressant parce qu'on est au-dessus de la population, etc., etc. Par aussi les jeux qu'on propose aux enfants. Là, par exemple, Playmobil a fait une reproduction d'une Porsche Macan, un truc comme ça, je ne sais plus. Mais bon, bref, quand on voit nos enfants maintenant qui jouent avec ça dès le plus jeune âge, ils vont rêver finalement de conduire ça plus tard. Et donc, cette grande boîte de communication, elle influence bien évidemment la consommation derrière. Là, vous voyez l'évolution de la part de marché des SUV. En 2008, c'était 5% des véhicules neufs qui étaient des SUV. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 36%. Donc, plus d'un véhicule sur 3 est un gros SUV. Et du coup, vu qu'on a toute cette demande-là de la population, on produit des voitures ultra complexes avec tout un tas de robots parce que les voitures sont de plus en plus lourdes et on fait ça de l'autre côté de la planète pour éviter les coûts. Donc, nous, ce qu'on est en train de se rendre compte quand même, c'est qu'il faut qu'on vienne changer cette boîte parce que c'est la boîte de la communication qui est au début de la chaîne de consommation et de fabrication et du coup de l'empreinte carbone. Parce qu'aujourd'hui, si on change cette boîte de communication et qu'on met à la place par l'art et la culture et qu'on met à la place des images qui valorisent les mobilités douces, qui donnent envie, par exemple, d'utiliser plus souvent son vélo ou de se réapproprier les vieilles voitures comme la fameuse GT Turbo. Donc là, ici, on a du mobilier urbain, mais qui donne envie de venir poser son vélo, ou même par les films qui viendraient mettre des voitures un peu plus sobres à l'intérieur. Et du coup, c'est une nouvelle demande de consommation qui viendra des citoyens parce que c'est psychologique. La demande est orientée par rapport à ce qu'on voit à la télé et par rapport à ce qu'on voit chez les autres. Et donc, du coup, si on a ces nouvelles images-là, on va avoir forcément plus envie de rouler dans une voiture plus sobre, d'utiliser peut-être plus souvent son vélo. Et donc, du coup, on va venir stimuler une nouvelle production. Parce que plus on a, c'est l'exemple de la voiture, mais ça marche pour tous les autres, ça marche pour toute une partie des objets high-tech, mais plus on a un produit comme ça qui est sobre, et plus c'est facile de venir mettre de l'humain dans les chaînes de fabrication, parce que plus il est sobre, plus il est léger, moins il y a de pièces complexes, et donc du coup, plus on peut venir remettre de l'humain. Aujourd'hui, quand on regarde les usines Tesla, ces voitures qui sont bourrées d'électronique et ultra complexes, c'est fini, il n'y a quasiment plus d'humains. C'est tout des robots qui viennent positionner les pièces dans les voitures, pareil pour les batteries, etc., etc. C'est pareil, vous regardez une usine Peugeot, Citroën aujourd'hui, il n'y a quasiment plus d'humains dans les chaînes de fabrication. Mais ça, ce n'est pas fatal. Les premières Ford qui ont été construites, il n'y avait pas tous ces robots. Et pourtant, on avait quand même des voitures à la fin. Donc, plus on a une voiture qui est sobre, et plus finalement, on va pouvoir remettre de l'humain dans nos chaînes de fabrication. Et l'emploi, ça me paraît quand même être important. Bref, donc du coup, ce qui est super important à retenir, c'est quand même qu'il faut qu'on vienne changer par les images qu'on envoie à la population, cette boîte-là, cette boîte de communication. Bon, et puis un petit focus sur l'art, j'en ai pour aller 5 minutes, grand max. C'est la fin du. Bonne 5 minutes. C'est bientôt la fin du truc. Mais bon, bref, on va faire un petit focus du coup sur l'art et la culture qui sensibilise et la culture qui oriente, parce que l'objectif, c'est quand même essayer de débloquer. Aujourd'hui, par l'art et la culture, il faut qu'on change nos sources d'émerveillement. Je pense que vous allez peut-être être d'accord avec ça. Aujourd'hui, moi, je ne suis absolument pas émerveillé par SpaceX, qui cherche des clients fortunés, donc qui se comptent sur les doigts d'une main pour voyager dans l'espace. Moi, ça m'émerveille pas du tout. Au contraire, je me dis quel gaspillage de matières premières, quel gaspillage de nos ressources pour une poignée de personnes qui vont se payer un voyage en l'air, pour le coup. Mais par contre, ça m'émerveille pas du tout. Par contre, moi, ce qui m'émerveille, c'est par exemple Coco le gorille et Penny Patterson. Penny Patterson, vous savez, c'est cette comportementaliste américaine qui a eu l'occasion d'apprendre la langue des signes à Coco le gorille, qui est une femme gorille. Et en fait, au bout de quelques années, le gorille s'est mis à communiquer avec les humains par la langue des signes. Donc, grâce à Penny Patterson, on a enfin eu la communication entre un animal et un humain. Et ça, moi, ça me bouleverse, mais vous imaginez même pas comment, parce qu'on se rend compte en fait simplement que les animaux ont des émotions.
Ils sont des êtres vivants complètement à part entière et à prendre en considération. Ça m'émerveille. Pareil, les robots de Boston Dynamics que vous avez dû voir danser pendant la pleine pandémie, vous m'excuserez, mais ça m'émerveille, mais pas du tout. Au contraire, ça m'effraie. Et je dis ça en tant qu'ingénieur électronique, hein, et je ne suis pas technophobe. Mais moi, ça m'effraie parce que là, déjà, on voit des robots qui ont complètement l'allure d'humains. Et excusez-moi, mais moi, demain, je ne veux pas que mes enfants se baladent dans des rues remplies de robots, livreurs de colis ou n'importe quoi. Je trouve ça hyper angoissant. Et puis, les voir danser comme ça pendant qu'on était en pleine pandémie, je me dis, les ingénieurs n'avaient rien d'autre à faire que faire danser des robots. Donc ça m'émerveille pas du tout. Par contre, moi, ce qui m'émerveille, c'est plutôt les éléphants de Tula Tula et Lawrence Anthony. Lawrence Anthony qui est les protecteurs et les sauveurs de toute une troupe d'éléphants en Afrique du Sud. Et en fait, à la mort de Lawrence Anthony, les éléphants sont venus 3 années consécutives devant la maison de Lawrence Anthony le jour de sa mort pour lui rendre hommage. C'est juste incroyable. Et il faut maintenant que la culture vienne nous montrer ce genre d'image-là. L'impact de cet aspect-là de biodiversité et la force de la nature et l'aspect, oui, je peux pas en dire plus. C'est-à-dire montrer maintenant les vraies images qui nous intéressent, celles des autres vivants sur la planète. Bon, là, je vous ai mis des animaux, et puis c'est des animaux à l'étranger. Ce qu'on peut aussi se rendre compte, c'est qu'on a tout un tas d'animaux en France qui sont déjà exceptionnels. Et donc, il faut qu'on soit émerveillé par ça, plutôt que par les technologies qu'on nous propose pas forcément raisonnables. Les flamants roses de Camargue, les bouquetins et aigles royaux dans les Alpes, les lynx du Jura, ça c'est déjà juste incroyable en termes de biodiversité. On n'a pas besoin d'aller faire des safaris. Bon, au-delà des animaux, changer les sources d'émerveillement, c'est par exemple s'émerveiller devant Hugo Marchand qui est danseur à l'Opéra de Paris, où on voit la force du corps humain. C'est par exemple être émerveillé par la construction et nos bâtiments comme les Invalides et le savoir-faire français. Et puis c'est aussi s'émerveiller par tout notre artisanat et notre savoir-faire technique avec nos mains, comme la poterie, l'ébénisterie, la verrerie, la ferronnerie, etc., qui montrent le savoir-faire et l'intelligence de l'homme dans des produits qui sont soutenables, locaux, tout ce que vous voulez. Donc nous, en tant que scientifiques, moi je parle en tant que scientifique, il faut bien évidemment qu'on se rapproche de ce genre de construction qui est plus soutenable, le savoir-faire, l'artisanat. Bon, bref. Mais voilà, il faut qu'on change nos sources d'émerveillement, s'émerveiller de ça plutôt. Bon, et puis finalement, il y a cette culture-là qui permet de sensibiliser. Et on trouvait super intéressant de vous présenter juste le collectif Call, c'est-à-dire c'est un collectif qui permet de mettre en avant toutes les œuvres artistiques qui sont en lien avec la transition écologique. Nous, notre prochain objectif, c'est de venir se lier et venir faire des projets avec toutes les associations grenobloises et françaises et par exemple l'école des beaux-arts pour venir récupérer des étudiants pour qu'ils viennent dans le collectif, pour qu'ils travaillent avec nous, parce que l'art a un pouvoir incroyable, comme je vous le disais. Mais donc, grâce au collectif Call, on arrive à voir toutes les œuvres déjà artistiques qui sont en lien avec la transition écologique, et c'est incroyable, il y en a tout un paquet. Donc là, par exemple, je vous en présente une. C'est une œuvre de Dobrowolska et Ormond Skipping, qui sont des Hollandais, il me semble. Et donc, bref, ils ont imaginé les Future News, c'est-à-dire la couverture de nos futurs journaux en 2050. Et je trouve que c'est assez impactant, en fait. Le Times qui nous marque pourquoi on n'a rien fait, ou le Sunday Times qui nous marque est-ce qu'en fait, il reste encore un peu de forêt à brûler en Russie. Les grandes images-là, je les trouve assez parlantes. Donc, c'est vraiment le rôle des artistes dans la transformation des imaginaires. Une autre œuvre, mais que je trouve, mais aussi j'aurais adoré voir l'exposition, c'est la grande exposition Un monde qui se noie par Mendel. Et en fait, on voit cet artiste photographe, il a fait le tour de la planète et il est venu prendre en photo les habitants pendant des inondations. Et donc, en fait, on voit des habitants, on voit tout un tas de photos qui sont à chaque fois éloquentes, marquantes. Et puis, on voit les habitants aussi qui continuent de vivre malgré la montée des eaux. Donc, c'est assez bouleversant. Ce qu'on se rend compte ici, c'est qu'en fait, le réchauffement climatique et la crise climatique, elle est universelle parce que tout le monde est touché, même les Occidentaux. Et donc là, c'est un message qui est super fort. Quand on passe dans ce genre d'exposition, on est tout de suite impacté parce qu'on se sent concerné. Donc là, on voit le vrai rôle de la culture. Bon, et dernière petite œuvre, mais que je vous trouve super intéressante et que je vous pousse à aller vous renseigner, c'est Stéphane Perrault qui a fait comme ça une exposition à la Nuit Blanche au Collège des Bernardins. Et en fait, l'objectif de cette exposition, c'était vraiment de rapprocher les scientifiques et les artistes. C'est l'objectif de ce collectif, en fait. On veut essayer de mettre des artistes avec nous. Pourquoi ? Parce que les scientifiques
ont cette sensibilité-là, suivant leur domaine un petit peu de connaissances, ils ont cette sensibilité-là à des problèmes. Par contre, le scientifique a du mal à diffuser les informations, à jouer sur les émotions. Et l'artiste, au contraire, sait jouer sur les émotions des personnes, mais par contre n'a pas forcément toutes les connaissances techniques. Donc, rapprocher les deux, ce serait super intéressant. Donc, petit message qui est envoyé, s'il y a des gens de la culture qui sont dans ce Zoom ou en Facebook Live, rapprochez-vous de nous parce qu'on a très envie de travailler avec vous. Bref, ce qu'a fait Stéphane Perrault ici, c'est qu'il est venu en fait avec une équipe comme ça de scientifiques enregistrer dans le Jura pendant 1 an les bruits de la nature comme ça en montagne tous les quarts d'heure. Donc ça fait une quantité sonore qui est juste incroyable. Et en fait, suivant différents scénarios de développement, ils sont venus estimer l'évolution des bruits dans les montagnes. Donc, si on a d'un côté un scénario avec des efforts incroyables, où on diminue notre empreinte carbone drastiquement, où on arrête l'artificialisation des sols, la déforestation, bon, eh ben, on sent vraiment que les bruits, au fil des années, s'estompent, mais restent quand même présents. Et puis, au contraire, quand on arrive dans une simulation où on continue comme on est, c'est-à-dire, on utilise à mort les énergies fossiles, on continue à faire des forages, on continue à faire miroiter tout un tas de gadgets, on fait un développement de l'Afrique, par exemple, avec des énergies fossiles, etc., etc. Et on continue la déforestation, bien évidemment. On se rend compte finalement au fil des années que les bruits diminuent et qu'on entend de moins en moins les bruits des animaux et qu'on entend de plus en plus les bruits de l'homme. Donc, on entend de plus en plus des bruits de tronçonneuses, des bruits d'avions, des bruits de voitures. Et en fait, par cette exposition, et c'est bouleversant, on se rend compte de l'extinction de la biodiversité par l'extinction sonore. Et honnêtement, on sort de ce genre d'exposition, on se dit, OK, je monte un autre collectif spécialisé sur la biodiversité parce que là, c'est juste plus possible. Ça, c'est le genre d'exposition et c'est le pouvoir des artistes, c'est de bouleverser. Et quand on est bouleversé, généralement, on a envie d'agir. Donc bon, je voulais vous présenter vraiment cette œuvre-là et je vous pousse à aller taper sur Internet, essayer d'écouter des enregistrements. C'est Nuit blanche au Collège des Bernardins. C'est Sylvia de Stéphane Perrault. Donc bon, bref, la culture doit nous impliquer dans la nature et pas nous en éloigner. Nicolas Hulot. On vous resserre quelques exemples. Bon, c'est par exemple Banksy qui a mis comme ça dans les rues de Londres. Désolé, mais votre style de vie, votre mode de vie que vous avez commandé finalement est en rupture de stock. Moi, je passe à côté, je trouve ça hyper éloquent, c'est juste génial comme exposition. Et puis, il y a aussi par les films. Le pouvoir des films peut être super intéressant. Avatar est un bel exemple parce que dans Avatar, on se rend compte un petit peu que la population ne peut pas vivre sans la nature. Donc bon, bref, cette belle idée-là par les films. Donc, petit récap, on a montré un petit peu du doigt ce qui n'allait pas, on a montré quelques blocages, on a montré quel type de population était ciblée. En tout cas, le pourcentage d'action par rapport à la population et le collectif. Et puis à la fin, on vous a montré quelques pistes pour construire un nouvel imaginaire, avoir une nouvelle morale, avoir de nouvelles sources d'émerveillement, travailler sur le secteur de la culture, envoyer de nouvelles images pour développer et pour avoir envie d'une nouvelle consommation. Ça, c'est super important. Et puis, juste 5 minutes, juste pour vous dire, au final, c'est possible. Parce qu'on en voit plein des conférences qui nous montrent un petit peu le monde de demain, mais ça paraît très utopique, ça paraît très bisounours, machin et tout ça, et ça paraît être des efforts incroyables. Nous, juste en 4 slides, je vais vous montrer que c'est possible, mais déjà nous, par des exemples concrets à notre échelle. C'est ce qui peut-être qu'il faudrait qu'on retienne de cette conférence très modestement, s'il faut retenir quelque chose. Au final, c'est possible parce qu'une nouvelle alimentation, si je veux faire des efforts moi individuellement, une nouvelle alimentation, c'est complètement jouable. Aujourd'hui, on sait que la viande a une empreinte carbone qui est juste déraisonnable et qu'il faut qu'on arrive à se soustraire petit à petit de la viande, qu'on en mange de moins en moins. Bon, maintenant, il faut qu'on arrive à remplacer les protéines de la viande par des protéines céréales. Et ça, c'est super simple. Il suffit de cuisiner des haricots rouges, il suffit de cuisiner des pois chiches, des lentilles vertes, du quinoa, de manger du yaourt grec en dessert, de manger des fruits secs, les noix de cajou, les amandes, les graines de tournesol, etc., qui sont remplis de protéines. Et faire des mélanges. Moi, je fais plein de risotto, riz, lentilles, brocolis, par exemple. Et j'ai de tout. J'ai des protéines, j'ai des légumes. Donc, complètement passer à un régime végétarien, honnêtement, ou en tout cas flexitarien, mais diminuer sa consommation de viande, c'est largement jouable, c'est super simple. Là, on vous a listé quelques aliments.
C'est pareil, il y a tout un tas d'applications qu'on vous pousse à télécharger, par exemple, notamment la ruche qui dit oui, bien évidemment, c'est le fait de commander des produits directement chez les agriculteurs, donc généralement de les payer moins cher. Il n'y a pas l'intermédiaire de Carrefour ou Leclerc ou machin. Commander chez l'agriculteur et puis venir rencontrer l'agriculteur. Venir dans les points de collecte et puis parler avec l'agriculteur, savoir comment il cultive, etc. etc. D'autres applications comme Étiquetable, que bon, je ne vais pas développer. Et puis, au-delà de ça, il faut qu'on se rapproche de la nature, il faut qu'on se reconnecte avec la nature. Donc, si on a envie de champignons et qu'on a l'occasion et qu'on n'est pas très loin des montagnes ou des zones humides, eh ben, allons cueillir des champignons nous-mêmes. Allons pas directement au supermarché, choisissons pas la facilité. Pareil pour les châtaignes. Si on a envie de se faire des belles châtaignes le soir à l'eau ou directement à la poêle, eh ben, on se prend une après-midi, un dimanche, on va en famille et on va cueillir des châtaignes, etc. etc. C'est vraiment de se reconnecter à la nature. Bon, une nouvelle école, par exemple, on peut se dire, il y a plein de théories qui nous disent qu'il faudrait qu'on change complètement l'école pour nous rapprocher de la nature. Bon, eh ben, c'est déjà fait dans certaines structures et c'est super intéressant. L'école qui est à côté de la forêt de Marsac, elle est passée dans les JT là, il n'y a pas très longtemps. Elle se situe en Charente et je trouvais l'image et la phrase super belle, c'est quand l'école devient une promesse de grande aventure. C'est en fait, on se rend compte qu'ils ont développé une école qui est complètement nouvelle où les enfants passent le 3/4 du temps dans la nature et un quart du temps restant en classe enfermés. Donc, ils mangent dans la nature, ils jouent dans la nature et ils étudient dans la nature avec les animaux, avec les bruits autour. Donc, pendant les pauses, ils jouent avec les escargots, ils ramassent les glands faits tomber par les écureuils, etc. etc. Enfin, c'est une cohésion qui se fait avec la nature qui est juste super intéressant. Donc ça, c'est possible et c'est bien plus logique. En tout cas, ça paraît bien plus logique que passer ses journées sur une chaise dans une école, quoi. Et puis, donc ça, c'est en France, on est quand même aux prémices. Aux Philippines, on s'est rendu compte que les étudiants, depuis 2019, sont obligés par une loi, sont obligés de la primaire jusqu'à l'université de planter 10 arbres pour valider leur diplôme. Et ça, je trouve que l'idée est juste incroyable. Je trouve que l'idée est géniale à cause de la déforestation. C'est un moyen énorme de lutter contre la déforestation. C'est de planter 10 arbres par étudiant. Et à côté de ça, il y a une vraie étude qui est faite par les étudiants, c'est-à-dire qu'ils doivent regarder les différentes essences pour qu'elles s'adaptent aux essences environnantes. Il faut qu'ils regardent l'orientation par rapport au soleil, il faut qu'ils regardent l'humidité, il faut qu'ils regardent… Enfin, il y a une vraie étude qui est faite de la biodiversité avant de déposer son arbre. Et je trouve que c'est ultra valorisant. Donc, c'est super. Et ce genre d'initiative, il faut qu'on s'en inspire parce que ça peut que être bon, se rapprocher de la nature. Il faut qu'on reste connecté à cette nature pour que justement on la considère. Une nouvelle consommation, privilégier le soutenable. On arrête maintenant la fast fashion. On n'en veut plus des nouvelles marques pas des nouvelles marques, des nouvelles consommations toutes les 2 semaines. Nous, on veut de la mode soutenable, c'est-à-dire qui rémunère au juste prix les producteurs avec des matières premières bio et puis le local le plus possible. Et il y en a plein. Il y a plein de marques qui font du sustainable fashion. Donc, on achète moins de vêtements parce que c'est un peu moins cher, mais du coup, on achète propre. On achète un peu plus propre que le fast fashion. Donc, il y en a plein, Saint James, Népal, Mi 83, etc., etc. Non, c'est Opal, c'est pas Népal, pardon. Donc, ça, c'est facile encore. Ça, c'est largement jouable. Ça, c'est vraiment ciblé sur le textile. Une nouvelle manière d'utiliser le partage d'équipements, c'est pareil. La consommation collaborative, développer le covoiturage, ça a un vrai impact. Ça a un vrai impact sur la consommation de carburant. Donc, il faut qu'on développe ça. À chaque fois qu'on a un long trajet à faire, il faut que ça devienne un réflexe, blablacar, et on partage notre voiture. Pareil pour aller au boulot. Et puis, on s'est rendu compte quand même dans le collectif, est-ce que c'était très judicieux d'avoir une tondeuse à gazon par habitation, alors qu'on utilise la tondeuse à gazon qu'une fois par mois, quasiment. Donc, il y a tout un tas maintenant de sites internet comme Allo Voisin qui permettent de louer et de prêter, ou simplement gratuitement, son matériel, que ce soit pour le jardinage, que ce soit pour des déménagements, pour tout ce qu'on veut. Donc là, c'est encore super intéressant. Allo Voisin, on vous pousse à aller voir si vous êtes intéressé. Une nouvelle manière de concevoir, un numérique vertueux, ça existe. Il y a tout un tas d'applications qui font du numérique vertueux. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir un numérique qui est forcément polluant par essence. Là, on a du numérique qui est vraiment orienté pour des bonnes causes. Et puis, on a aussi chez des téléphones comme smartphones, vraiment un numérique qui lutte contre l'obsolescence programmée. Donc là, c'est encore super. Donc un numérique vertueux, pourquoi le numérique? Parce que ça va nous entourer de plus en plus dans les années qui arrivent. Donc un numérique vertueux, c'est une grande image qu'on envoie, c'est possible. Et puis je termine par une nouvelle démocratie. Ça encore, c'est faisable, ça a déjà été fait. La Convention citoyenne pour le climat, qui est un bel exemple. On prend des citoyens,
on les renseigne, on fait de la pédagogie derrière, on les inclut dans le mouvement de détermination des orientations du pays. Et puis après, on leur demande de proposer des idées. C'est accepté, c'est pas accepté, c'est un autre débat. Mais la démarche en elle-même, elle est juste incroyable. Et puis maintenant, on a d'autres communes qui s'inspirent, comme Grenoble, à l'été 2021. Donc théoriquement, s'il n'y a pas de retard, on devrait avoir une convention citoyenne métropolitaine pour le climat. Donc là encore, 150 métropolitains qui vont venir parler sur l'orientation de la ville de Grenoble. Je trouve ça super, inclure les gens dans la transition écologique. Et ça encore, c'est possible. J'ai fini. C'était long, je suis désolé. Mais en tout cas, petite citation d'Henrik Bergson. L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. Il n'y a rien de fatal dans ce monde. Tout est choisi. Les seules réalités que nous avons, elles sont biologiques. Tout le reste, ça a été choisi par l'homme. Donc voilà, on aime beaucoup cette citation. On vous a mis notre contact, le lien, une adresse mail. Parce que là, du coup, il ne nous reste plus que 30 minutes de débat. Mais si vous avez envie de rebondir, si vous avez envie qu'on génère un autre débat là-dessus, nous, de notre côté, n'hésitez pas à nous contacter si ça vous a intéressé, s'il y a des slides qui ne vous ont pas plu. Nous, l'objectif, c'est que toutes nos présentations soient collaboratives. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous.